Je crois qu'on est un peu moins concerné justement dans notre secteur par les plans d'eau. Je crois que tu as déjà plus ou moins tout dit, parce que justement cet après-midi, après avoir eu une partie matinale très technique et très théorique, là on va passer sur du concret. Alors d'abord, bizarrement, on va faire du concret en restant en salle avec Pascal, qui va nous expliquer un peu son retour d'expérience sur le Tarn. Et ensuite, comme on vous l'a dit, 2 visites sur le terrain, un sur un plan d'eau plutôt à usage agricole et un autre sur un plan d'eau plutôt à usage loisir. Voilà, donc après, vous serez invité à prendre vos bottes ou vos chaussures de marche, parce que même s'il fait beau, à mon avis, les sols doivent être encore humides. Je ne sais pas, chez moi, ils sont encore bien humides, donc j'imagine qu'ici, ils doivent l'être aussi. Bon, je vous souhaite une bonne après-midi et merci Pascal pour ta future intervention. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je suis très contente de pouvoir venir vous faire ce retour d'expérience. Donc, sur le bassin versant du Cossel, qui est un affluent de la rivière Tarn dans le département du Tarn. Vous le voyez sur le département du Tarn. En blanc, c'est le bassin versant donc, du Tarn, et ce qui est en rouge, c'est le bassin versant du Cossel. Un petit bassin versant d'une petite soixantaine de kilomètres carrés. Et c'est un bassin versant sur lequel le syndicat du Tarn, oui, parce que je ne me suis pas présentée, je suis la directrice du syndicat mixte du bassin versant du Tarn-Aval, c'est un peu long. Donc on couvre la rivière Tarn depuis le département du Tarn. On traverse la Haute-Garonne, on traverse le Tarn-et-Garonne et jusqu'à la confluence de la Garonne. Voilà. Et donc le syndicat du Tarn avait fait pas mal d'études sur ce bassin versant qui était censé atteindre le bon état écologique en 2015. On est en 2025, on n'y est pas, mais bon. Sur ce bassin versant, avec toutes les études réalisées par le syndicat dans les années 2010, on s'est rendu compte que c'était un bassin versant qui subissait des assecs chroniques tardifs. C'est-à-dire que certaines branches du réseau hydrographique restaient complètement à sec. Alors l'été, ça c'est un peu la généralité, mais ça restait encore à sec en septembre, en octobre, en novembre, parfois en décembre, parfois en janvier, et les écoulements reprenaient des fois qu'en février. Donc en fait des périodes d'étiage très 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 longues. Et on s'est rendu compte aussi que sur ce bassin versant, il y avait beaucoup de retenues. Donc c'est pas des lacs naturels, là c'est des plans d'eau anthropiques. Pour différents usages, pour l'irrigation, des retenues abandonnées, enfin différents types de retenues. Il y avait à peu près 25% de la superficie du bassin versant qui était interceptée. Vous voyez, je ne vous parle pas de retenue sur cours d'eau ou hors cours d'eau. Pour nous, une retenue, à partir du moment où elle intercepte un talweg, elle intercepte une partie du bassin versant, donc une partie des écoulements que génère le bassin versant. Et donc là, sur ce bassin versant, 25% du bassin versant est intercepté par des retenues, et la majorité de ces retenues, construites avant 1992, donc n'étaient pas équipées de dispositifs de restitution d'un débit réservé. Donc du coup, oui, c'est bon. La DD. Alors nous, ça faisait un moment qu'on se disait, mais bon, c'est peut-être pas que les retenues, mais il se passe peut-être quelque chose avec les retenues pour le fait que le cours d'eau soit à sec aussi longtemps. On avait fait quelques reconnaissances. Amont retenu, aval retenu. Est-ce que ça coule? Est-ce que ça s'arrête? On avait fait ça plusieurs fois. Bon, puis. On en avait parlé à la DDT. Et la DDT du Tarn a joué un rôle super intéressant. Elle nous a rassemblés avec la Chambre d'agriculture du Tarn, et elle nous a dit, est-ce que vous ne seriez pas intéressés pour qu'on fasse une étude gagnant-gagnant, à savoir, on fait une étude un peu pour savoir comment ça se passe, ces retenues sur le bassin versant du Cossel. En faisant cette étude, peut-être qu'on va trouver des volumes d'eau qui sont abandonnés et qui sont susceptibles d'intéresser la profession agricole. Nous, de faire cette étude, on pourra peut-être regarder les possibilités de mettre en conformité réglementaire les retenues, à savoir mettre un débit réservé, mettre un ouvrage qui permet de rendre des débits au cours d'eau, parce qu'aujourd'hui, ils sont complètement interceptés le temps que les retenues se remplissent.
Et nous, le syndicat, nous, on était contents parce qu'on s'est dit, ouais, si on arrive à faire des choses comme ça, peut-être qu'on aura un peu plus d'eau dans le cours d'eau et qu'on arrivera à travailler sur l'atteinte du bon état écologique. Donc, on a accepté de porter cette étude. La Chambre d'agriculture était partie prenante aussi. Eux, ils ont réalisé une étude agricole sur le bassin versant pour montrer l'importance de l'eau dans l'activité agricole de ce bassin versant. Et nous, on a confié à un bureau d'études une étude hydrologique du bassin versant et des retenues collinaires, c'est-à-dire de regarder quel était le fonctionnement des écoulements sur ce bassin versant, quels étaient les débits en hiver, au printemps, en été, à l'automne, quel était l'impact des retenues sur ce petit bassin versant, sur les débits qu'on pouvait retrouver à différents endroits du bassin versant. Et puis, on a fixé comme autre objectif à l'étude de trouver des solutions. Bien évidemment, d'étudier le scénario réglementaire. Une retenue, un débit réservé, ça c'est la réglementation. Mais déjà, on avait un peu dans la tête de se dire il faut que ça soit du gagnant-gagnant, plutôt que ça soit une retenue, un débit réservé. Il faudrait quand même regarder si on ne peut pas, certaines retenues, assurer du débit réservé pendant que les autres font leur irrigation. Enfin, on avait déjà un peu dans la tête de trouver un système mutualisé. Bon, c'était une étude, il n'y avait pas d'implication opérationnel, donc c'était juste de la réflexion. Donc, on a lancé cette étude, suivie par la DDT, bien sûr. Je passe sur l'étude agricole, juste pour vous dire que c'est un bassin versant essentiellement en polyculture élevage, qui fait aussi des semences un peu. Et donc j'en viens de suite à l'étude hydrologique. Donc je passe vite, mais le bureau d'études, il a établi, alors je suis désolée, on vous parle encore de modèle, mais un modèle pluie-débit, il pleutant, ça génère quel débit dans le cours d'eau. Ce modèle pluie-débit, il a été calé avec toutes nos petites reconnaissances qu'on avait faites au début des années 2010, en entrée de plan d'eau, en sortie de plan d'eau. On avait fait des mesures de débit, donc avec des dates. Comme eux, ils avaient toute la pluviométrie, ils sont remontés jusqu'en 1995. Et nos petits points, ils les ont placés là. Hop, ils ont dit, c'est bon, ils ont calé leur modèle. Ils ont calé leur modèle comme ça. Et avec ce modèle pluie-débit, ils ont réussi, du coup, à reconstituer les débits caractéristiques du Cossel, donc le débit moyen tous les mois, les débits plutôt en année humide, les débits plutôt en année sèche. Donc là, le débit moyen, on voit que le Cossel, ça sèche beaucoup. Vous voyez, juillet, août, septembre, octobre, ça repart en novembre. En bleu, c'est les années humides et en rouge, les années sèches. Et on voit que c'est un cours d'eau qui réagit beaucoup à la pluviométrie. Le bureau d'études, il a aussi, alors je ne sais pas si vous les voyez, il a aussi étudié du coup toutes les retenues qu'il y avait sur le bassin versant. On était en plein dans la séquence où on avait défini réglementairement les cours d'eau. Donc là, la carte, elle a changé 500 000 fois. Est-ce que la retenue est sur cours d'eau, hors cours d'eau? Oui, non. Enfin, on a fait des reconnaissances de terrain. Enfin, il y a eu plein de changements. Là, c'est la carte définitive où vous avez l'ensemble des retenues. Il y en a une quarantaine. Et vous avez des retenues qui sont sur cours d'eau. C'est les triangles. Non, c'est tout ce qui est en orange. Non, en orange, c'est hors cours d'eau et les bleus, c'est sur cours d'eau. Donc, vous voyez qu'il y a différentes retenues de différentes tailles. Et il y en a certaines donc, qui servent à l'irrigation et d'autres qui ne servent pas à l'irrigation. Ces retenues, donc il y en a une quarantaine. Avec la DDT, donc, ils ont recueilli toutes les données relatives aux retenues. Donc, on a pu identifier qu'il y avait à peu près 1 million de mètres cubes qui étaient stockés. Et comme ils ont rencontré tous les propriétaires de retenues, ou tous les usagers des retenues, parce que parfois c'est des fermiers, ils ont pu se rendre compte qu'il y avait seulement 80% du volume stocké qui était utilisé pour l'irrigation. Il y a un peu d'abreuvement, mais c'est pas sensible. Mais 82% du volume stocké était effectivement utilisé. Il y avait 20% qui n'étaient pas utilisés, retenus, abandonnés, qui ne servaient plus à rien. Ils ont intégré ces retenues dans leur modélisation hydrologique. Donc, on a pu voir qu'il y avait des retenues qui se remplissaient
très très bien, qui n'avaient aucune difficulté de remplissage, et d'autres retenues qui galéraient pour remplir. Alors il y a plein de raisons à ça. Le haut du bassin versant, il est au-dessus d'Albi. Le haut du bassin versant, il pleut 200 mm de plus qu'à Albi. À Albi, c'est 700 mm par an. Le haut du bassin versant, c'est 900 mm. Donc déjà, toutes les retenues qui étaient en haut du bassin versant, elles étaient plutôt à l'aise en termes de remplissage. Celles en bas, ça galérait un petit peu plus. Et parfois, on a des retenues aussi qui ont été créées, qui sont énormes. Avec un tout petit bassin versant, forcément, ça met du temps à se remplir et ça ne se remplit pas tous les ans. Donc ça, le modèle, on avait des petites fiches comme ça, là, avec des diagrammes. On voyait si on avait des retenues qui étaient plus ou moins en difficulté par rapport à leur remplissage. Et ils ont aussi regardé le niveau d'interception de chaque retenue. Ils ont pu le calculer en moyenne sur l'année. Et ils ont mis, alors parce que les chiffres ont été présentés ce matin, Sabine, et quand tu disais que ça dépendait des bassins versants, nous sur le Cossel, le niveau d'incidence des ouvrages sur le volume annuel des écoulements, c'était 8%. Je crois que dans ta présentation, tu as parlé d'un 3%. Nous, annuellement, c'est 8%, c'est pas beaucoup. Par contre, le niveau d'incidence des ouvrages sur le volume estival des écoulements, vu que les débits sont très très faibles, qu'il n'y a pas de système de restitution, tout est gardé dans les retenues. Là, on a un impact majeur sur la période estivale et automnale. Et là, il y a la courbe. Alors, je crois qu'on ne voit pas bien et c'est dommage parce qu'elle est... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est une courbe en fait qui fonde toute notre... une partie de notre expérimentation. Alors, j'essaye de vous l'expliquer. En vert, ça, c'est au niveau d'une retenue. En vert, c'est le débit qui entre. On est en janvier. Petit débit dans le Cossel qui se maintient. Hop, mars, une crue. Et là, on voit le niveau de la retenue en bleu. La retenue, elle était vide. Grâce à la crue du mois de mars, elle se remplit. Donc là, elle est complètement remplie. En rouge, c'est le débit qui sort de la retenue. On voit que pendant la période de remplissage, il n'y a rien. Là, il n'y a rien qui sort. Ça veut dire que le cours d'eau, à l'aval de la retenue, il est à sec jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, grâce à la crue, grâce au débit entrant, la retenue est remplie, elle commence à déverser. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il commence à y avoir un débit qui sort de la retenue. Le débit entrant, il diminue aussi, ça continue. Et puis, quand on arrive à la période d'irrigation, on voit la retenue, hop, le niveau de la retenue commence à baisser. Là, eh bien, le débit entrant, il s'assèche parce que c'est l'été. Le débit sortant, il n'y a plus de déversement, il n'y a plus d'eau dans le cours d'eau, c'est la période d'étiage. Et par contre, on voit que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, on voit que sur les premières pluies d'automne, le débit entrant dans la retenue, ça reprend. Par contre, à l'aval, pendant tout le temps du remplissage de la retenue, on est toujours à sec, jusqu'au mois de janvier, pendant que la retenue se remplit. Donc, ce graphique, ce que nous a montré l'étude, c'est que la période la plus sensible sur le bassin versant du Cossel, c'est la période du remplissage des retenues. En fait, pendant que les retenues se remplissent, après la période d'étiage, dès que les premières pluies d'automne arrivent, les retenues, elles sont fermées, elles captent tous les écoulements, et le bassin versant, en fait, il reste à sec jusqu'à temps que les retenues soient remplies et qu'elles commencent à déverser. Et c'est là l'impact le plus fort pour les écoulements, pour la faune. Alors, je ne vous parle pas que des libellules et des poissons. Un cours d'eau, c'est toute la faune. C'est les chevreuils qui viennent boire, les sangliers. Enfin, si c'est à sec, c'est très vaste, en fait, comme impact. Donc, c'était les premiers résultats de l'étude. Avec ces résultats, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème ? Le scénario réglementaire, le débit réservé. C'est-à-dire que tant qu'il y a un écoulement en amont de la retenue, on laisse passer un petit débit à l'aval. C'est le débit qui arrive à l'amont qu'on réserve pour le cours d'eau. On a fait les calculs. Donc je vous passe les calculs scientifiques, mais c'est les débits spécifiques, tel bassin versant intercepté. On avait reconstitué les caractéristiques de débit du Cossel. Donc on disait, on prend 10% du débit moyen annuel, ça nous donne le débit réservé. Bon, ça peut varier, mais c'est un peu les règles réglementaires. La DDT réagira peut-être si je me trompe. Et du coup, on a calculé sur nos
40 retenues sur le bassin versant, on avait des débits réservés. Le plus petit, 0,1 litre seconde. Le plus gros, 0,9 litres seconde. Donc même pas 1 litre seconde. En plein été, quand il fait 40 degrés, que les sols sont secs depuis plusieurs semaines, même 1 litre seconde, 1 litre seconde ça se voit encore, mais 0,1 litre seconde, c'est rien du tout, quoi. Ça s'infiltre de suite. Alors après, on a étudié toutes les possibilités de ce que j'ai entendu, de mettre le cours d'eau de mettre le plan d'eau en dérivation, un tuyau qui amène le débit de l'amont vers l'aval. Enfin bref, de toute manière, des solutions qui étaient très très coûteuses. Le bureau d'études les a chiffrées à près de 25 000 € par ouvrage pour laisser passer sur la majorité des retenues 0,1 ou 0,2 litres seconde. On s'est dit, bon, ok, effectivement, le scénario réglementaire, bon, là, c'est réglementaire, c'est ce qu'il faudrait faire, mais en fait, en termes de rapport coût-efficacité, c'était pas super. Donc, on a envisagé autre chose. Avant d'envisager autre chose, qu'est-ce qu'on avait comme élément? Donc, on avait déjà que sur le bassin versant, je vous l'ai dit, il y avait 80% des volumes stockés qui étaient utilisés, il en restait 20% de libres. On a rencontré tous les agriculteurs. Aucun des agriculteurs sur ce bassin versant qu'on a rencontré a dit « Ah oui, moi je suis intéressé pour avoir plus de volume ». Ils étaient contents avec les volumes qu'ils avaient. Ils avaient des retenues dimensionnées pour les besoins qu'ils avaient. Et au final, on n'a personne qui a dit, contrairement à ce que pensait la Chambre, qui a dit « Ouais, moi je me positionne pour avoir 30 000 m3 d'un côté, 70 000 de l'autre ». Non, les gens étaient... Chaque agriculteur avait le volume qui correspondait à ses besoins. Donc, on disposait de 20% non utilisés. On sait, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a un impact très très fort sur le bassin versant pendant la phase de remplissage du plan d'eau. Les plans d'eau interceptent beaucoup d'écoulements pour se remplir avant de déverser dans le réseau hydrographique. On a vu que certains plans d'eau avaient une capacité, un volume très inférieur à ce qu'ils recevaient comme eau. En gros, ils pouvaient se remplir plusieurs fois dans l'année, puisqu'ils étaient bien alimentés en hauteur ou bien dimensionnés. Et que le scénario réglementaire des débits réservés n'était pas très intéressant. Donc, avec tous ces éléments, on a commencé à réfléchir à un plan de gestion mutualisé. C'est-à-dire, on va pas mettre un débit réservé à chaque plan d'eau, mais on va voir comment chaque plan d'eau peut contribuer à remettre de l'eau dans le milieu. Là, il y a un truc qui a été... vous avez vu la courbe, je vous disais ça, c'est une chose importante, l'impact du remplissage. Une autre chose, c'est qu'on est allé sur le terrain avec le bureau d'études. Le syndicat, on s'est beaucoup approprié l'étude. On n'a pas laissé le bureau d'études faire. On était tout le temps avec eux. Ouais, vous avez trouvé quoi? Montrez-nous. Enfin, et on est allé sur le terrain avec eux pendant cette phase de remplissage, puisqu'on savait que c'était une phase critique. Et là, on a découvert un truc qui était complètement passé sous les radars. On était au mois de janvier, donc ça remplissait. Et on allait comme ça sur les plans d'eau, on voit un agriculteur, on dit « Ah, on vient voir votre retenue, où est-ce que vous en êtes ?» Et il nous dit « Oh là, j'ai presque fini de remplir, vite, il faut que j'aille ouvrir ma vanne, sinon ça va passer par-dessus le déversoir, ça va me faire plein de dégâts. » Et il descend, et il ouvre sa vanne, et il nous sort 10 débits réservés. Et on s'est dit « Mais elle est là, la solution, en fait. » Et ça s'était passé complètement en dessous des radars de l'étude, le fait que les agriculteurs qui avaient des plans d'eau qui se remplissaient bien, pour pas que ça déverse et que ça passe par le déversoir, ouvraient leur vanne et lâchaient en fait beaucoup plus de débit, mais qu'au mois de janvier ou février. Et là, on s'est dit, mais en fait, ce que vous faites, il faudrait le faire plus tôt. Il faudrait que vous laissiez les vannes ouvertes à l'automne, pour les premières pluies d'automne, les laisser passer. Et vu que votre plan d'eau il se remplit facilement, fermez-les plus tard, mais laissez les premières pluies d'automne imbiber le bassin versant. Et donc, on a cette idée, on l'a un peu mise en musique, et on a pris toutes nos retenues du bassin versant et on a dit, pendant l'été et l'automne, on va attribuer un rôle à chaque plan d'eau, qui soit hors cours d'eau ou sur cours d'eau, parce que vu qu'on était sur un truc très conceptuel, on parlait plus de réglementation, du coup on est sorti de tous les dogmes, on a pris les plans d'eau hors cours d'eau et sur cours d'eau, et on a dit on va leur affecter un rôle en fonction de leur usage. Est-ce que c'est de l'irrigation? Est-ce qu'ils s'en servent pour de l'agrément, du tourisme? Est-ce qu'ils sont sans usage abandonné? Et
leur rôle aussi, on va prendre en compte leur capacité de remplissage. Et je vous présente les différents rôles qu'on a attribués. On a attribué, alors ils ne sont pas très nombreux, je crois qu'ils sont 3 ou 4 sur le bassin versant. Les premiers rôles, c'est les ouvrages qu'on a appelés atténuateurs d'étiage, puisque nous, du coup, on était dans cette logique de réduire la période d'assec du Cossel, c'est-à-dire le faire s'assécher le plus tard possible et qu'il reprenne ses écoulements le plus tôt possible. Donc, les ouvrages atténuateurs d'étiage, c'est des ouvrages qui sont des plans d'eau qui sont sans usage, et dès que le Cossel commence à avoir ses écoulements qui s'effondrent, qu'il est sur le point de s'assécher, ceux-là, les volumes qui sont dans ces plans d'eau, on les mobilise, alors pas en entier parce que les propriétaires ne sont pas forcément d'accord qu'on les assèche, mais ils étaient d'accord qu'on les abaisse de 1 mètre, 2 mètres. On ne pompe pas non plus jusqu'aux sédiments, ce n'est pas une vidange où on envoie les sédiments, on les abaisse, soit en ouvrant des vannes qui ne sont pas pleines de sédiments, soit en mettant des siphons. On a fait du bricolage aussi, des siphons avec des tuyaux d'arrosage, là, des gros tuyaux, une pompe, on a fait passer les tuyaux par-dessus les digues, on amorce un siphon et ça restitue du débit à l'aval. Et quand le niveau d'eau atteint la crépine, ça se désamorce et c'est terminé. Et eux, du coup, ils fonctionnent au début de l'étiage. Ensuite, on a des ouvrages, des plans d'eau qu'on a appelés les atténuateurs de fin d'étiage. Ça, c'est des plans d'eau qui se remplissent bien, qui ont une fonction d'irrigation, mais qui, à la fin de la saison d'irrigation, il leur reste plein de volume, qui ne leur sert à rien, parce que de toute manière, le volume, il va bien se re-remplir. Donc, autant que cette eau serve au milieu. Donc là, pareil, eux, en fin d'étiage, c'est-à-dire à la fin de la période d'irrigation, dans le Tarn, c'est souvent... à partir de début septembre, parfois un peu plus tôt, parfois un petit peu plus tard, mais dans ces eaux-là, eux, alors ils ouvrent pas leurs vannes, c'est pas des vidanges. C'est là où ils ont les trucs d'irrigation, on appelle ça du fuitage. Ils laissent fuiter, mais bon, quand on est à 0,1 litre seconde ou 0,9 litres seconde, vous allez voir les débits, on a des fuitages des fois à plusieurs litres seconde, ça nous va très bien. Et par contre, donc eux, ils laissent fuiter, et l'agriculteur, on lui a dit, vous faites comme ça, et par contre, c'est vous qui gérez. Dès que vous pensez qu'il y a un risque que votre plan d'eau se remplisse pas, si vous pensez qu'il y a un risque, on vous laisse, vous fermez la vanne. Essayez de la laisser ouverte jusqu'à mi-novembre. Après, à partir de mi-novembre, si vous pouvez laisser jusqu'à mi-décembre parce que vous êtes serein, vous voyez qu'il pleut bien, vous laissez ouvert. Si vous êtes inquiet, vous fermez à mi-novembre et tout. Et comme c'est des plans d'eau qui se remplissent plusieurs fois par an, ils l'ont fait et ils le font sans problème. Je vous montrerai les exemples tout à l'heure. Et ensuite, on a les ouvrages à remplissage retardé. Donc ça, c'est des plans d'eau qui se remplissent bien, qui ont l'irrigation, qui utilisent quasiment ou complètement tout leur stock, tout leur volume pendant la saison d'irrigation. Et on leur dit, à la fin de la saison d'irrigation, laissez passer les petites pluies d'automne. N'interceptez pas tout. De toute manière, ces petites pluies d'automne ne sont pas du tout efficaces pour votre remplissage. Vous savez que votre plan d'eau se remplit bien, mais il se remplit bien à partir du mois de décembre, du mois de janvier. Fermez vos vannes qu'à ce moment-là, et au moins les petites pluies d'automne peuvent passer par la vanne, alors sans emporter de sédiments non plus, parce que c'est des plans d'eau qui sont à sec tous les ans. Donc du coup, l'eau, il y a un petit chenal qui se fait, il n'y a pas de sédiment, qui part. Et ensuite, alors ça on l'avait prévu, mais en fait on n'en a pas. Il y a bien évidemment les ouvrages transparents, c'est qu'entre des gens qui sont atténuateurs d'étiage, atténuateurs de fin d'étiage ou remplissage retardé, il y a des ouvrages entre les deux qui ne tiennent aucun rôle, mais par contre qui ont le devoir de laisser passer les volumes qui transitent. Alors on en avait sur la carte, mais alors ils ne sont pas activés parce que sur les 2-3 qui ne sont pas dans le dispositif, il y a les ouvrages transparents qui sont derrière, donc eux ils ne sont pas activés, mais l'idée c'était de mettre un siphon ou aussi de leur demander de laisser fuiter un peu leur vanne pour laisser passer les débits qui arrivent de l'amont. Donc je ne sais pas si vous me suivez, c'est peut-être un peu compliqué comme système, mais voilà, là c'est le schéma qui explique tout. Les atténuateurs d'étiage, ils rentrent en action, c'est les AE là. Ils rentrent en action au début de la période d'irrigation et qui est l'entrée en étiage du Cossel. À la fin de la saison, donc les atténuateurs d'étiage, ils peuvent tourner tout l'été, jusqu'à fin août, jusqu'à mi-août. À la fin de l'irrigation, c'est les atténuateurs de fin d'étiage qui commencent à lâcher un peu d'eau et les remplissages retardés qui laissent leur vanne ouverte
au-delà, même jusqu'au-delà des premières pluies significatives. Le bassin versant, il se réimbibe, il se réalimente parce que y a du ruissellement, il y a de l'infiltration jusqu'au mois de novembre. Et à partir du mois de novembre, décembre, quand ils le veulent, ils referment les vannes et ils remplissent leur plan d'eau. Mais là, le bassin versant, il a pris plein de pluie et en fait, même s'il intercepte tous les écoulements, on a des écoulements latéraux qui reconstituent du débit en aval des cours d'eau. Tout ça, on a travaillé tout ça avec la Chambre d'agriculture, on l'a présenté au service de l'État, qui ont dit bon ok, on peut essayer, qui l'ont signalé au ministère, expérimentation susceptible de faire évoluer la réglementation. On en a parlé à la Chambre d'agriculture, qui en a parlé un peu à ses agriculteurs référents, puis ensuite à tous nos agriculteurs qu'on avait vus plusieurs fois au cours de l'étude. Et on est parti comme ça en faisant... en leur disant, en discutant avec chacun d'entre eux, toi on pense que tu peux tenir ce rôle, mais même tu peux même en tenir plusieurs. Il y avait des agriculteurs, il y en a qui n'étaient pas agriculteurs non plus. Il y avait des propriétaires de plans d'eau abandonnés. Il y a un propriétaire d'un plan d'eau où il fait du tourisme, il a des maisons autour, donc c'est plus paysager. On a parlé avec tout le monde et on a signé une convention entre le syndicat, la Chambre d'agriculture et nous, qui est donnée à la DDT. Bon, là, je vais passer vite sur ces diapos parce que je suis un peu bavarde et sinon on va être là jusqu'à 16h. Mais bon, vous voyez un peu tous les plans d'eau. On a attribué des couleurs. Voilà, ceux qui sont atténuateurs d'étiage. Il y en a certains qui sont atténuateurs d'étiage, atténuateurs de fin d'étiage et qui peuvent aussi jouer le rôle de remplissage retardé. Vous voyez, il y a les différents rôles. Les plans d'eau transparents. Et il y a certains plans d'eau qui ne jouent aucun rôle parce qu'ils n'ont pas la capacité, parce qu'ils galèrent trop à se remplir. Ou alors il y a des petites mares aussi qu'on a laissé tomber parce que l'équipement siphon, tout ça, le rapport investissement de temps à y passer pour le débit qu'on y gagnait, on a laissé tomber. Donc en fait, on a une vingtaine de plans d'eau qui sont dans le dispositif sur les 40, avec une bonne dizaine de plans d'eau qui sont de toute manière trop petits pour rentrer dans le dispositif. Bon, ça, c'est la convention. Ça, c'est tout. Tous ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont dedans. Alors après, il y en a 3 qui n'ont pas voulu rentrer dans le dispositif. Un parce que près de la retraite et pas envie de s'embêter. Un autre parce qu'on n'a pas construit la retenue de Sivins. C'était pas notre bassin versant, mais voilà, bon. Il y en a qui veulent pas. Bon, voilà. Mais on a la majorité. Alors, on a démarré ça en 2020. Chaque année, on faisait un retour aux agriculteurs, leur montrer l'effet du plan de gestion, comment ça avait marché. Et c'est vrai qu'on leur disait, mais parlez-en à vos voisins. Et chaque année, en fait, on en a eu de plus en plus, quoi. Et on a pris l'habitude de ce rendez-vous. On leur montre ce qu'on a mesuré. À la fin, on prend un petit apéro, on discute jusqu'à minuit. Tout ça, c'est super sympa. On se connaît tous très, très bien maintenant. Et voilà. Et donc, je vous montre juste rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça va ? Ouais. C'est bon ? Je fais vite, mais les atténuateurs d'étiage, à quoi ça ressemble pour les retenues abandonnées. Vous voyez comment je vous parlais du siphon. Voilà un peu le principe. C'est très 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 simple. C'est nous, c'est le syndicat, c'est les techniciens du syndicat, vous voyez, qui mettent ça en place dès que ça commence à s'assécher. Alors c'est des tout petits débits. Mais vous voyez là sur ces lacs, on arrive à 0,7 litres seconde, 0,6 litres seconde. C'est des plans d'eau, c'est ceux-là, ils sont de tête de bassin versant, ils étaient à 0,1 litres seconde. Alors c'est pas un gros filet d'eau, mais n'empêche que quand on arrive, si ça s'est déjà asséché, on n'entend plus rien. Quand on vient une semaine après, on entend quand même les grenouilles, ça recoule, il y a un petit peu d'eau. Au moins pour la biodiversité, l'état écologique, c'est bien. Et alors on a des soucis avec c'est un peu la galère des fois pour amorcer ces siphons. On a changé les tuyaux parce qu'on a eu des attaques de ragondins. C'est très très pragmatique. Mais et on a certains maintenant propriétaires de plans d'eau qui le font eux-mêmes. Ils voient quand ça sèche et ils se les amorcent eux-mêmes à force de les connaître. Et non mais vous déplacez pas, c'est bon, on le fait. Nous on passe quand même pour voir si ça coule. Mais il y a celui d'en haut là, il se le met lui-même, le siphon. Donc ça c'est des plans d'eau abandonnés qui servent plus à rien. Un autre atténuateur d'étiage, là c'est le plan d'eau qui a ce rôle touristique. Lui, il est hors cours d'eau. Donc il lâche de l'eau toute l'année, mais le fait que le plan d'eau soit un peu plus bas pendant la saison d'été, vu qu'il n'y a pas de loisirs aquatiques, c'est juste paysager, ça l'embête pas. Et lui,
il a une vanne, donc il ouvre un peu plus, il ouvre un peu plus sa vanne. En moyenne, sur l'année, il est à 0,7 litres seconde, mais là, à des moments, il nous lâche quasi 4 litres seconde, 6 litres seconde. Donc en fait, c'est énorme sur des débits d'été. C'est énorme ce qu'il lâche par rapport au débit que... En plus, il n'aurait même pas de débit réservé parce qu'il est hors cours d'eau. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer justement le débit mesuré, le débit réservé sur deux lacs qui... alors là, c'est pour des atténuateurs de fin d'étiage. Parce que je vous ai montré là, juste avant, c'était des atténuateurs d'étiage. Là, les atténuateurs de fin d'étiage, donc des plans d'eau qui ont un rôle d'irrigation à qui il reste de l'eau. Vous voyez, en septembre-octobre 2020-2021, les débits mesurés étaient de 5 à 10 ou de 7 à 10 litres seconde, là où les débits réservés étaient à 0,9 ou 0,3 litres seconde. Donc en fait, on a beaucoup plus. Par contre, à ces gens, on leur a pas dit faut lâcher 5 ou 10. On leur a dit vous lâchez ce que vous pouvez. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup plus, 5 à 10 fois plus que la réglementation imposerait. Pareil, là, c'est sur des remplissages retardés. Alors, il leur restait un petit peu d'eau. Mais vous voyez, l'eau qui coule, elle n'est pas turbide. Il leur restait quand même un petit peu d'eau. Ou alors, il y a les pluies qui ont repris et en fait, ils maintiennent le niveau de leur plan d'eau, quoi. C'est débit entrant égale débit sortant. Et là, voilà, on a pour des débits réservés de 0,2 ou 0,5, on a parfois juste 2 litres ou peut-être que 1 litre, mais à un autre, là, il est à un débit réservé de 0,5, il lâche 10 litres seconde, quoi. Donc, ça nous fait vraiment la reprise d'un vrai cycle hydrologique. Bon, et là, je vais passer vite parce qu'on ne voit pas bien avec toutes les couleurs, mais là, moi, je vous présente un dispositif, c'est un chargé de mission qui suit tout ça avec la Chambre d'agriculture tous les étés et même au-delà des étés. Et sur tout le réseau hydrographique, il y a des petites stations de mesure où on fait des suivis. Alors, parfois, ils mesurent, mais après, c'est des suivis qualitatifs. Est-ce que ça coule fort? Est-ce que ça coule de façon acceptable? Est-ce que c'est juste humide? Est-ce que c'est sec? Donc voilà, quand c'est rouge, c'est sec. Quand c'est jaune, c'est juste humide. Vert, ça reprend. Là, on voit, c'est une branche du réseau où il n'y a pas de lac impliqué. Et ben, on voit que c'est sec de juin jusqu'à, je crois que la fin là-bas, c'est le 11 octobre. Il n'y a pas eu du tout d'écoulement et pas du tout d'eau sur cette branche. Et par contre, là où on a des plans d'eau qui jouent le rôle, par exemple, là, le lac 16 qui lâche 8 litres seconde à partir de la mi-septembre. Vous voyez, là, on était rentré en ASEC en juin, le 21 juillet ou le 11 juillet. Et ben, entre le 1er et le 14 septembre, on a une reprise des écoulements et du coup, ça va de mieux en mieux. C'est des endroits où ça pouvait rester à sec jusqu'au mois de janvier, quoi. Là, on gagne plusieurs mois. On a plein d'exemples comme ça sur différents secteurs. Ça, c'est des atténuateurs d'étiage qui permettent par rapport à d'autres stations. Alors, je ne sais pas si ça n'a pas sauté le truc, mais d'avoir plus d'écoulement là où à côté ça reste complètement à sec. Là, on le voit aussi de façon très très flagrante, des lacs atténuateurs de fin d'étiage ou remplissage retardé. Les dates, c'est pareil, entre le 11 septembre et le 20 septembre, là où on était à sec depuis début août. Dès qu'ils ouvrent leur vanne, on reprend du débit, plutôt que de rester à sec plusieurs semaines ou plusieurs mois. Bon, je ne vais pas passer tous les tableaux. Une petite photo, je ne sais pas si vous le voyez, celle-là, elle est assez parlante. 17 septembre 2020, donc les atténuateurs de fin d'étiage n'avaient pas ouvert leur vanne, donc on était à sec. Après, c'est un cours d'eau qui a tendance à s'assécher de toute manière l'été. Par contre, voilà, le 25 septembre, 2 lacs avaient ouvert leur vanne dans leur rôle d'atténuateur de fin d'étiage, et vous voyez de suite, on reprend vraiment un aspect de cours d'eau et qui va faire la jonction jusqu'à ce que les premières pluies d'automne et ensuite hivernales remettent du débit dans la rivière. Bon, à côté de ça, on a mis notre petite station de suivi des débits en continu parce que
le chargé de mission, il a cette station de suivi qui lui permet de dire hop, 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 ça y est, le COCEL rentre en étiage, il a les portables de tout le monde et du coup, il envoie les messages, tac, les atténuateurs d'étiage, ça commence, c'est bon, on vient mettre le siphon ou mettez-le. C'est bon, dès que vous avez fini l'irrigation, pensez à ouvrir vos vannes. Bon, et après, il tourne. On documente beaucoup l'expérimentation et cette station nous aide à suivre ça. Elle est placée à la sortie du bassin versant quasiment. Donc j'en ai fini. Juste une petite diapo récapitulative pour être assez humble par rapport à cette expérimentation, c'est que on a identifié des facteurs de réussite potentielle et on n'est pas en train de dire que c'est la solution à tout. On trouve que ça apporte du plus. On n'est pas non plus en train de dire, et ça fait un peu écho à ce que j'ai entendu ce matin, de dire ouais, c'est super, il faut dupliquer ça partout. Il y a des spécificités territoriales qui font que peut-être ça marche là et peut-être que ça ne marcherait pas ailleurs. Toujours est-il que ce qu'on a identifié comme facteur de réussite potentiel, c'est que déjà, on a une alimentation en eau favorable en tête de bassin versant, ou alors des retenues qui sont bien dimensionnées par rapport à leur alimentation en eau. Sur le même bassin versant, on a une retenue qui est, qui fait 100 000 mètres cubes, qui n'arrive pas à se remplir parce que tout simplement le bassin permet pas d'alimenter suffisamment. Mais n'empêche, ce dispositif, c'est compliqué à dupliquer dans un secteur où les retenues ont du mal à se remplir. Parce que, au moins pour les atténuateurs de début d'étiage, le fait qu'on ait 18% des volumes d'eau qui ne soient pas utilisés sur le bassin versant, forcément ça aide. C'est pas ces atténuateurs d'étiage qui ont l'impact le plus fort. Le plus fort, c'est cette histoire de remplissage retardé ou d'atténuateurs de fin d'étiage. C'est vraiment lors du remplissage qu'on a les impacts les plus favorables. Mais voilà, les atténuateurs d'étiage en tout début de saison, ils jouent quand même un petit rôle qu'on veut conserver. Ça a marché aussi parce qu'on a été vraiment en partenariat très étroit avec la DDT, qui nous a permis de faire cette expérimentation avec la Chambre d'agriculture. On était sur du gagnant-gagnant, on a regardé, tout le monde avait un intérêt à faire cette étude et on a très très bien travaillé avec eux et ça a vraiment été une étude fondatrice aussi de nos relations après, parce que ils ont vu qu'on pouvait travailler de façon aussi très très pragmatique sur les bassins versants. Ce qui a marché aussi, on a bien fait attention aussi sur la manière de... on a beaucoup expliqué aux agriculteurs. Je ne vous cache pas que la première réunion, c'était un peu tendu, mais à juste titre. On nous disait, ouais, pourquoi vous mettez le projecteur sur nos bassins versants mais ils ont entendu l'argument de dire, mais attendez, on va objectiver les choses, on va peut-être trouver d'autres solutions. Et au final, ils étaient contents des solutions qui étaient trouvées. Et il y en a beaucoup qui adhèrent et qui sont contents de ne pas se retrouver... alors, il n'y a rien d'acté, ça reste expérimental, mais ils étaient contents aussi de participer et de voir leur cours d'eau recouler sans que ça impacte leur activité ou leur volume pour l'irrigation. Et ça, aussi, un autre élément de réussite, c'est que donc les rôles ne sont pas figés dans le temps. On fait une convention chaque année, mais potentiellement, si d'une année sur l'autre, l'agriculteur il change d'itinéraire ou il abandonne ou il fait quelque chose qui consomme moins d'eau, il peut changer d'une année sur l'autre. C'est très très souple. Et le point central, c'est que c'est un dispositif qualitatif. On ne leur a pas dit toi tu dois lâcher tant. Dans la convention, il n'y a pas écrit tu dois lâcher tant, tu dois lâcher tant, tu dois lâcher tant. On leur a dit vous lâchez ce que vous pouvez quand vous pouvez. Et ça a été, et ça c'est vraiment, je pense, ce qui fait que ça a marché, qu'on en a eu autant d'eau, parce qu'on aurait dit 0,5 litres seconde, on aurait eu 0,5 litres seconde, là où au final, aujourd'hui, on en a 10, quoi. Par contre, ça pose le problème maintenant si on essaye de cadrer un peu réglementairement cette expérimentation, très vite, on arrive sur du quantitatif, et le quantitatif va peut-être... empêcher la durabilité du dispositif. Alors, toujours est-il que, comme je disais aux animatrices, c'est bien que ça a été reporté en février parce qu'on a vu le préfet du Tarn en décembre. On lui a parlé de cette expérimentation. Alors, nous, on fait ça sur le COCEL. Vous avez entendu parler du Lamboulas ce matin. Ils essayent des choses aussi.
Vous nous avez invités pour venir parler de ça. J'ai été aussi invitée dans la Corrèze parce que l'Agence de l'eau a fait un film au final sur une expérimentation qui n'est pas aujourd'hui, qui répond pas à la réglementation, quoi. Clairement, c'est pas légal. Et le préfet du Tarn nous a dit là maintenant, vous avez fait ça en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Avec un retour tous les ans à la DDT. Il a dit maintenant, il faut faire un bilan vraiment étayé, qu'on le partage avec les services de l'État du Tarn, du 82. Et si on partage les bénéfices de ce dispositif, ils sont prêts du coup à le faire remonter au ministère. C'est le préfet, le préfet qui a dit ça, et potentiellement pour que il puisse être examiné, peut-être une évolution réglementaire. C'était un peu la destinée de cette expérimentation. La DDT du Tarn avait dit expérimentation susceptible de faire évoluer la réglementation. Et le préfet, alors il n'a pas dit l'intitulé, mais il a dit ça pourrait être quelque chose du style la réglementation sur les débits réservés s'applique partout, sauf si localement les gestionnaires trouvent une solution qui semble donner, enfin, ou pas qui semble, mais une solution qui a démontré des bénéfices plus intéressants que la mise en œuvre. Enfin bon, c'est pas moi qui rédige les lois, hein. Mais voilà, lui, l'idée c'était ça en tout cas. Et nous on trouve ça, on est content parce que si ça peut fonctionner, alors après on verra ce que nous disent les DDT, l'agence de l'eau, mais si c'est partagé, que ça peut déboucher sur ça, ça rejoint quand même une certaine certitude, et je l'ai entendu dans les discours là, de fin de matinée, de dire que les transitions, enfin les évolutions, elles viennent des territoires, que la chose qui descend de l'Europe et qui est calquée partout, pareil, c'est souvent effectivement compliqué de prendre les spécificités des territoires. Et c'est vrai que si sur les territoires, il y a des expérimentations qui font il faut qu'elles fassent leurs preuves et que les services de l'État les valident. Mais si tel est le cas, c'est vrai que ça peut être des pistes assez satisfaisantes pour trouver localement des solutions adaptées, alors qui puissent être inspirantes peut-être pour d'autres territoires. Mais en tout cas, nous, on espère qu'on pourra continuer ça et essayer de le dupliquer avec l'accord des services sur des bassins versants grande culture ou arboriculture qui ont pas mal de tensions sur l'eau et où on a ces problèmes d'assec. Voilà, excusez-moi, je suis un peu longue, mais... Oui, deux questions. La première, je voudrais avoir votre retour d'expérience sur 2022, où ça a été une année très, très, très difficile. Et après, le changement auquel on assiste sur les exploitations, où on a une diversité d'assolements qui est en train de se créer de plus en plus, avec des besoins en eau qui vont se compliquer, puisqu'elles vont être grosso modo jusqu'au mois d'octobre ou novembre. Donc voilà comment vous avez anticipé ces choses-là. C'est 2022, changement d'assolement. Notamment en cause de la semence, si on veut faire des causes de la semence, s'il n'y a pas d'eau, il n'y en a pas. 2022, c'est sûr, ça a été moins bien que les autres années. Hein. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Mais on a quand même certaines retenues qui n'avaient pas utilisé tout leur stock d'eau. Notamment un gros lac, là, le numéro 2, qui est sur une ferme... lié à un lycée agricole, il leur reste tout le temps de l'eau. Du coup, 2022, ils ont quand même joué le jeu, donc ça a donné un petit coup d'air au cours d'eau. Après, voilà, c'est pour ça que je reste aussi très, très, très humble sur cette expérimentation. Ça résout pas tous les problèmes. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. C'est juste que là, ça permet d'atténuer un impact. Et après, on n'a pas vraiment anticipé le fait que peut-être il y aurait besoin d'irriguer plus longtemps. Sur le bassin versant, enfin voilà, chaque agriculteur a ses pratiques culturales. On en a qui partent à la retraite, qui faisaient des assolements, qui partent à la retraite, un jeune qui arrive et qui fait plus la même chose. Enfin, depuis 4 ans, c'est pas un gros retour, hein, c'est pas un gros retour d'expérience, mais depuis 4 ans, on a toujours du monde. Au pire, pour laisser même s'il n'y a pas de volume lâché en septembre, au moins de laisser les vannes ouvertes et quand il recommence à pleuvoir, que l'eau revienne dans le milieu. Parce qu'avoir un cours d'eau à sec jusqu'en janvier-février, alors je précise, c'est un cours d'eau de 2e catégorie piscicole. Hein. C'est première catégorie piscicole aussi, c'est un peu plus compliqué de mettre ça en place. D'autres remarques ou questions ? Sujet annexe éventuellement. Est-ce qu'il y a une évaluation de biodiversité qui a été faite avant et maintenant, et est-ce que c'est un sujet qui est abordé ou pas ?
Alors on l'avait prévu au tout début. On avait fait avec la fédération de pêche, on a fait des pêches électriques. Et je crois que depuis, on leur a demandé plusieurs fois de revenir faire une pêche. En tout cas, on a un référent, enfin on a un référentiel et il faut qu'on le reprogramme. On n'a pas fait après d'indices biologiques. On n'a pas fait non plus de suivi de la qualité des eaux. Je sais que ça, c'est des choses qui sont demandées. Alors, toujours est-il que sur la biodiversité, sur ce cours d'eau, on sait qu'on a les poissons qui survivent quand c'est sec, qui survivent dans quelques trous d'eau. Donc le fait qu'il y ait de l'eau qui arrive à un moment, ça leur redonne une bouffée d'oxygène. On n'est pas sur des truites. Il y a un plan d'eau là qu'on voit, il y a des tanches au fond. Enfin bon, voilà, c'est des plans d'eau, des poissons qui sont assez résistants. Et sur la qualité des eaux, alors ça, on l'entend souvent, oui, qualité des eaux, et ça a été dit ce matin, eau plus chaude, risque de cyanobactéries. N'empêche que si c'était des débits réservés, alors déjà débits réservés, il n'y en aurait pas, parce que quand c'est à sec à l'aval, il n'y aurait pas d'eau. Et si c'était un débit réservé issu du plan d'eau, c'est la même eau au final, du débit réservé. Là, comme il y a plus de volume, ça peut potentiellement plus oxygéner. Mais clairement, on n'a pas fait là-dessus. Et il faudrait, mais on est plus, nous, là, on était vraiment sur un sujet, on nous parlait de bon état écologique. Mais on disait bon état écologique avec un cours d'eau à sec, déjà qu'il y ait de l'eau, quoi. Après, on verra, qualité, mais déjà qu'il y ait de l'eau. C'est un bel exemple de co-construction sans cadre. Et donc, ça peut donner des idées sur d'autres territoires, évidemment. Ouais. Il y a un cadre, il y a une convention. Mais on remobilise du volontariat, il n'y a pas cette contrainte. Et je pense que c'est vraiment, je crois que c'est très, très déterminant dans l'adhésion à la démarche. Et je mesure la complexité, du coup, pour un préfet ou pour les services de l'État, pour normaliser le truc, je vois bien la complexité, mais on va tous y travailler, là, c'est le sujet 2025. Comment pérenniser ça et donner un cadre, mais un cadre qui reste motivant, en fait, ou facilitant. Oui, merci Pascal. Je voulais enchaîner jusqu'à là, justement, sur la partie réglementaire, comme je vois que c'est compliqué. Est-ce que vous avez eu l'idée de vous rapprocher des chercheurs qui travaillent en sociologie, justement, sur l'évolution de la réglementation, pour essayer d'inventer une nouvelle type de réglementation associée à ce type d'expérimentation, pour pas qu'il reste toujours sur des réglementations un peu structurées, quantitatives, etc. Je pense qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Non, alors on l'a pas fait. Je sais que l'agence de l'eau là nous a dit mais le Lamboulas, le syndicat du Tarnaval, donc on est les 10 syndicats du bassin Tarn-Aveyron, on est en association, on s'est constitué en association, et l'agence de l'eau nous a dit mais ça serait bien que l'association porte une étude sur un retour d'expérience sur ça. Oui, moi j'aurais dit oui, mais j'ai dit en général quand il y a une étude sur un retour d'expérience, pour être complètement objectif, c'est bien que ça soit une autre structure qui y porte, et je pense que l'agence de l'eau est toute désignée. Non, mais qu'on le fasse nous, on peut toujours être parti pris à défendre notre projet. Donc, nous, on ouvrira les données à la DDT, à l'agence de l'eau, et l'agence de l'eau, en plus, si elle veut regarder plusieurs expérimentations. Donc, effectivement, je pourrais le dire à l'agence de l'eau, peut-être d'intégrer ce volet-là. Mais je préfère, moi, que ce soit quelqu'un vraiment de très extérieur qui prenne les données et qui soit critique de façon très, très objective, quoi. Mais je pourrais leur remonter, ouais. On doit les voir très prochainement, là, ces premiers trimestres, ils nous pressent.